Travailler de chez soi, c'est devenu notre quotidien, mais comment est-ce que nos infos les plus confidentielles restent? Eh bien, confidentielles. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'arsenal technologique qui rend tout ça possible et sécurisé. Il n'y a pas si longtemps, le bureau, c'était un bâtiment, une adresse physique. Aujourd'hui, avec les réseaux d'entreprises modernes, le bureau peut être n'importe où. À la maison, dans un café. Cette flexibilité a vraiment tout bouleversé et le télétravail est maintenant au cœur de notre économie. Pensez-y, moins de temps dans les transports, moins de stress pour les employés, et pour les entreprises, moins de coûts immobiliers. Le calcul est vite fait. Cette transition vers le télétravail, ça a été une évidence pour beaucoup, parce qu'en apparence, tout le monde y gagne. Mais la vraie question, c'est à quel prix pour la sécurité? Alors comment est-ce que ce boom a vraiment pu avoir lieu? Derrière cette révolution de nos habitudes, il y a des outils techniques bien spécifiques qui sont devenus, on peut le dire, totalement indispensables. Pour bosser efficacement à distance, on dépend tous de toute une panoplie d'outils. Les emails, bien sûr, les chats, la visioconférence, le partage d'écran, toutes ces technologies sont en quelque sorte devenues notre bureau virtuel. Et voilà la question à 1 million. On échange des infos confidentielles, des données clients, parfois même des secrets d'entreprise. La connexion se doit d'être absolument, mais alors absolument fiable. Et c'est justement là que le bas blesse. Parce que oui, ces outils sont super pratiques, mais ils ouvrent une brèche. Une brèche potentiellement énorme dans la sécurité de l'entreprise. C'est cette faille qu'on va examiner maintenant. La réponse, elle est un peu brutale. Non. La plupart de ces outils ne sont pas sécurisés par défaut. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les données, quand elles voyagent sur Internet entre la maison et l'entreprise, eh bien elles peuvent être interceptées ou pire, modifiées. Heureusement, face à ce danger, il existe une première ligne de défense, et elle est redoutable. C'est un véritable tunnel privé, juste pour nos données. Le fameux VPN, ou réseau privé virtuel. Il faut l'imaginer comme un tunnel souterrain, un tunnel privé et blindé qui serait construit juste en dessous de l'Internet public. Absolument tout ce qui passe à l'intérieur est chiffré. Résultat, c'est invisible et inaccessible de l'extérieur. C'est la première étape et elle est cruciale pour sécuriser la connexion. Ok, donc le VPN nous fait entrer dans le réseau de l'entreprise en toute sécurité. Super. Mais ça soulève une autre question. Une fois qu'on est à l'intérieur, est-ce que c'est porte ouverte pour tout le monde? Est-ce qu'un commercial peut jeter un œil aux fiches de paye? Est-ce qu'un stagiaire peut accéder aux plans stratégiques? La réponse est évidente. Non. Il faut donc organiser, cloisonner l'intérieur même du réseau. Et c'est là que la petite magie des VLANs entre en scène. Un VLAN, c'est un réseau local virtuel. C'est une façon hyper intelligente de regrouper des appareils de manière logique, par exemple par fonction plutôt que par leur emplacement physique. Disons que tous les membres de la compta sont dans le même VLAN, même s'ils travaillent depuis des villes complètement différentes. Pour comprendre, l'analogie la plus simple, c'est celle de la salle de classe. Imaginez, on donne des cartes rouges à un groupe d'étudiants et des bleus à un autre. La règle est simple, les rouges ne parlent qu'aux rouges et les bleus ne parlent qu'aux bleus. Même s'ils sont tous dans la même pièce, ils forment deux groupes de discussion totalement étanches. C'est exactement le principe d'un VLAN. Et le point qui est vraiment crucial, il est là. Dans un réseau, il y a des infos qu'on envoie à tout le monde en même temps. On appelle ça des diffusions. En contenant ces diffusions à l'intérieur de chaque VLN, on évite de saturer tout le réseau. Le service des ventes ne vient pas polluer le réseau de la compta et inversement. C'est un gain énorme, à la fois en performance et en sécurité. D'accord, donc nos groupes sont bien isolés les uns des autres. Mais parfois, on a besoin d'autoriser des communications très spécifiques entre eux. Par exemple, permettre au service des ventes de consulter une base de données sur un serveur précis, mais rien d'autre. Comment on gère ça au cas par cas? C'est ici qu'intervient notre dernier outil, le filtrage du trafic avec les listes de contrôle d'accès, qu'on appelle les ACL. On peut voir ça comme notre garde du corps numérique personnel. Une ACL, en fait, c'est juste une liste de règles, un peu comme la liste des invités à l'entrée d'un club privé. Chaque paquet de données qui se présente est inspecté. Si le paquet correspond à une règle qui dit « autorisé », il passe. S'il tombe sur une règle « bloquée », il est tout simplement rejeté. Il y a en gros deux types d'ACL. Les standards, c'est un peu le videur de base. Ils regardent juste d'où on vient pour laisser entrer. C'est simple, mais assez limité. Les étendus, par contre, ce sont des agents de sécurité d'élite. Elles vérifient qui on est, où on va et même ce qu'on vient faire, comme consulter un site web ou envoyer un email. Le contrôle est chirurgical. Et là, attention, on arrive au concept le plus important avec les ACL, le refus implicite. Si on regarde ce tableau, c'est simple.
on autorise explicitement l'adresse 606 et le réseau 2.0, ok? Mais qu'est-ce qui se passe pour tout le reste? Eh bien, c'est refusé. Il faut imaginer qu'à la toute fin de chaque ACL, il y a une règle invisible qui dit « Si le trafic n'a pas été autorisé par une règle avant moi, alors il est bloqué ». C'est un principe de sécurité fondamentale, on n'autorise que ce qui est absolument nécessaire. Donc pour résumer, on a construit une véritable forteresse numérique. Le VPN, c'est le tunnel d'accès secret et sécurisé, mais ça ne suffit pas. À l'intérieur, les VLAN, ce sont les murs qui séparent les différents départements. Et enfin, les ACL sont les gardes postés à chaque porte qui vérifient les autorisations. Aucune de ces technologies ne se suffit à elle-même, c'est vraiment leur combinaison qui crée une défense en profondeur. Mais la sécurité, c'est une course qui ne s'arrête jamais. Maintenant que l'accès et le réseau interne sont verrouillés, la question reste entière. Avec l'arrivée de l'IA, des objets connectés partout dans nos maisons, le prochain maillon faible, est-ce que ce ne sera pas l'humain du même ou bien ces appareils qu'on pensait totalement inoffensifs? La réflexion ne fait que commencer.